Merci beaucoup d'être revenus nombreux à cette table ronde. Table ronde qui est donc consacrée à la pratique du relevé de patron adapté aux collections patrimoniales et en fait qui est organisée dans le cadre d'une journée de formation qui va se dérouler demain. Journée de formation qui est animée par Jenny Tiramani, qui est ici présente, qui est directrice de la School of Historical Dress, et puis organisée en partenariat entre le Musée d'art décoratif et l'Institut national du patrimoine. Donc j'ai mission de ne pas en dire trop, puisque Emmanuel, tu développeras. Donc moi, je vais juste vous présenter les quatre intervenants. Donc Emmanuel, ici présente, Emmanuel Garcin, qui est restauratrice textile en charge de la conservation-restauration des collections mode et textile au Musée des Arts Décoratifs, et qui sera donc la modératrice. Nous aurons ensuite Ségolène Bonnet, qui est restauratrice textile au Musée des Arts Décoratifs également. Ensuite, nous aurons Sébastien Passot, qui est costumier et assistant à la School Historical Dress de Londres. Ensuite, donc, nous avions normalement l'intervention de Véronique Gendreau, qui est archéologue à la Drac de Bretagne, mais qui n'a pas pu être présente. Et Emmanuel lira son intervention. Et puis, pour terminer, Delphine Pinaza, qui est directrice du Centre national de costumes de scène de Moulins. Donc, nous vous écoutons avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Vous m'entendez correctement? Oui. Donc je remercie déjà en premier lieu vraiment les intervenants d'avoir accepté de répondre ce soir à notre demande et d'être venus témoigner et discuter autour de cette thématique qui pourrait, de prime abord, rebuter un peu l'amateur de mode, de vêtements, à l'heure où celle-ci est abordée le plus souvent par l'aspect esthétique. Ah oui, ça a l'air mieux là. Ouais. L'aspect esthétique, le spectacle et la silhouette. Alors, quelle idée un peu saugrenue, me direz-vous, de vouloir parler du vêtement avec un abord technique qui est souvent présenté comme rebutant, voire une sorte de répulsif au succès public. Alors cette initiative, elle nous a été inspirée à Ségolène Bonnet, qui co-organise donc ce projet, et moi-même, par une réflexion qui était partagée sur la nécessité d'un décloisonnement des compétences en France autour de l'histoire des vêtements et des modes. Nous constatons ce dès l'enseignement secondaire, et puis avec l'organisation des formations universitaires et professionnelles, que la structuration des compétences ensuite dans les différentes institutions qui sont attachées à ce domaine vont permettre assez rarement la rencontre et la collaboration entre des historiens, des conservateurs, des restaurateurs, des archéologues, des costumiers, des scientifiques, voire des amateurs éclairés. Il nous semble, avec certainement un brin d'idéalisation, que cette synergie, elle existe par ailleurs, en Angleterre, aux États-Unis, dans les pays d'Europe du Nord, avec la publication d'écrits scientifiques, je vous en ai mis un petit panel ici, ou grand public, de documents visuels, de fiction ou documentaires, qui vont associer les points de vue historiographiques, esthétiques, expérimentaux et techniques, et vont proposer des avancées souvent inédites et plutôt valorisantes de la discipline. Alors en France, probablement en raison d'une tradition intellectuelle et historique, la division des domaines de connaissances théoriques et techniques n'encourage pas aujourd'hui les collaborations pluridisciplinaires. On constate pourtant un intérêt croissant du public, des chercheurs, des étudiants, pour cette approche matérielle, plus concrète du patrimoine de mode, pour lesquels elle va constituer à la fois un nouveau domaine d'expérience, une approche pédagogique signifiante et un élargissement du champ des connaissances scientifiques autour des collections. Approcher le costume par sa coupe technique, c'est une démarche qui participe de ce courant et permet de valoriser les collections en enrichissant la documentation des œuvres et en offrant de nouveaux supports de transmission au public. Voilà pourquoi nous avons décidé d'y consacrer une réflexion à part entière ce soir. Alors, pour finir cette introduction sur une note plus personnelle, j'avais envie d'évoquer cet intérêt spécifique pour le processus, l'histoire technique révélée
documentée de la création d'un artefact. Il y a peu de temps, je m'interrogeais sur mon engouement depuis l'enfance pour un film de François Truffaut, que certains d'entre vous connaissent peut-être, La Nuit américaine. Ce film raconte la fabrication d'un film. Et au-delà d'un hommage sensible aux techniciens du cinéma, eh bien, ce film raconte également, je crois, comment l'homme, par la technique, a trouvé un moyen de réenchanter la réalité. Et je crois que cette idée, elle est un petit peu au cœur de notre thématique et de celle de l'histoire des modes autour du corps. Alors voici quelques images de patrons utilisées pour la conservation. Donc il y a quelqu'un qui va reconnaître une des images là ce soir. On s'intéresse ce soir au patron et à son relevé. Le patron, c'est initialement un terme qui provient de la géométrie. Alors appliqué au domaine de la couture, c'est une représentation plane, un développement d'un vêtement qui va permettre de produire en volume ce vêtement ensuite, en pliant, cousant, raccordant d'une façon ou d'une autre les arêtes ou jonctions des bords du patron. Alors patronner, c'est un néologisme absent des dictionnaires, c'est du jargon d'atelier. Ce mot, il évoque aussi le relevé de patron auquel on s'intéresse aussi ce soir. Le relevé est, à l'inverse du patron initial, effectué sur un vêtement qui est déjà existant. C'est un dessin qui va donc intégrer les déformations éventuelles, les modifications, les réparations, tout ce qui fait le vécu de l'œuvre et qui va différer du coup du patron initial. On pourrait se prendre un peu à rêver d'une étude des postures qui pourrait être menée à partir de ces relevés qui portent finalement en négatif l'histoire de la tenue du corps. À nos yeux, le patron initial et le relevé de patron ne sont pas que des supports techniques qui nous renseignent sur la coupe. Un patron, c'est aussi une consigne de découpe qui permet de caractériser une production technique, une gestion des matériaux propre à une organisation sociale. Ça, c'est un petit peu ma marotte. Voilà des dessins de patrons du XVIe, du XVIIIe, qui sont, je crois, assez éclairants sur un aspect caractéristique de l'ère pré-industrielle, l'économie de la matière. On tente de rationaliser au mieux la découpe dans le lait en organisant la position de chaque élément. Vous voyez, on essaye vraiment de faire rentrer le maximum de pièces dans le lait. Et dans une société de relative rareté matérielle, les chutes sont minimisées, soigneusement récupérées, et le coût du tissu guide la coupe. La matière, ici, prime vraiment sur le coût du travail. C'est ce qui coûte le plus cher. Sur ces images du XIXe siècle, eh bien, on lit plutôt l'effort de standardisation du procédé qui est en train de se développer avec l'industrialisation des modes de production, la massification de la production textile qui va permettre l'utilisation de coupons plus larges qui respectent les motifs et qui offrent un rendu plus uniforme. Vous voyez, surtout sur l'image du bas, ce sont des dessins qui parlent aussi d'un effort nouveau de rationalisation du corps qui passe par l'intérêt accordé à la mesure. Et ça va apporter un fini, une facture qui est différente de celui de la période précédente. Et puis, au XXIe siècle, la conception du vêtement, elle est totalement réalisée sur ordinateur et elle permet d'optimiser une production industrielle. La phase de prototypage, elle est effectuée grâce à des logiciels numériques qui restituent en 2D ou 3D une image où on va pouvoir intégrer la qualité des tissus, l'élasticité, l'aisance, une logique floue et une base de données morphologique type dans laquelle la marque de prêt-à-porter, par exemple, viendra cibler un morphotype qui peut être associé à une classe d'âge. L'appréhension du tombé, elle est modélisée, elle peut être ultra réaliste et ces images vont être bientôt destinées à tester le marché sur le net par le biais de réseaux ou de sites ciblés, ce qu'on appelle le prototypage prédictif. Donc ici, c'est le coût du travail que l'on cherche à économiser et le temps. L'économie d'échelle, elle doit produire vite, beaucoup, pour garder son équilibre, somme toute, précaire. Voilà une très rapide évocation d'une histoire des vêtements et des modes qui intègre l'approche matérielle et technique et où le patron initial ou celui relevé sur un costume peut constituer une source historique éclairante. Alors au-delà de l'aspect historique, le patronage peut jouer un rôle fondamental pour l'archéologie, la reconstitution ou la conservation des collections. Je vais m'arrêter un moment sur ce domaine puisque c'est celui de ma compétence et je vais vous parler de 3 moments où le patron et son relevé sur un costume peuvent intervenir. La restitution muséographique,
la conservation-restauration en tant que telle et la prévention. Alors, concernant la restitution, eh bien, patrons et relevés peuvent être employés pour contourner des restaurations qui sont parfois coûteuses sur un élément très abîmé, ou proposer la restitution d'éléments secondaires manquants dans des ensembles, jupes, pièces d'estomac, manches, et qui vont nuire à la compréhension de ces pièces. Alors, j'ai fait un petit tour du musée pour préparer cette table ronde, et Madame Sylvie Legrand-Rossi, qui est conservatrice au musée de Camondo, m'a indiqué qu'elle a fait rentrer dans les collections en 2016 un gilet et une culotte de livret aux armes de la famille Camondo. L'habit est manquant et la conservatrice se pose donc la question de la mise en exposition de cet ensemble. Elle a pu se référer aux albums Massier, au journal des tailleurs et au catalogue de La Belle Jardinière, là, qui sont vraiment spécialisés en les vêtements de travail, pour retrouver des modèles d'habits. Et une réflexion est en cours avec Myriam Tessier, qui est membre de notre équipe, sur le moyen d'exposer cet ensemble par une reconstitution de l'habit ou de la façon la plus documentée et compréhensible pour le public sur une silhouette d'ensemble. Ici, une vue de la doublure d'un habit d'homme du XVIIIe. Lors d'un traitement de conservation, il est fréquent que le conservateur-restaurateur d'un costume rencontre la nécessité de relever le patron de la pièce lors de son traitement, dans son intégralité ou seulement partiellement, afin de pouvoir couper des empiècements en forme qui vont venir s'adapter parfaitement au textile, à consolider en tenant compte des déformations liées à l'usage. Donc on voit ici une vue rapprochée du haut de cette doublure à des zones qui sont très souvent abîmées, c'est récurrent, la zone du col et puis surtout des emmanchures et des épaules qui craquent souvent. Donc on est venu à la fois consolider cette zone et la recouvrir également d'une couverture de tissu de soie transparent, de la crépline ou de l'organza, afin de protéger le tissu et que ça glisse mieux au moment du mannequinage. Alors le patronage, il permet également le remontage, pardon, je suis passée un peu vite, d'éléments dissociés. On va voir que cette démarche, elle est également très utile au domaine archéologique. Pour finir, concernant la prévention des collections, eh bien, rappelons que les relevés de patrons qui ont pu être effectués sur les costumes patrimoniaux vont permettre de produire par la suite une documentation qui peut prévenir un certain nombre de manipulations pour la suite. Parce que, rappelons-le, relever un patron, c'est une opération qui nécessite une manipulation parfois importante de la pièce. Alors, parmi les différents acteurs du musée que j'ai pu interviewer à ce propos, de nouveau, je vais citer une anecdote signifiante qui m'a été rapportée par Marie-Pierre Ribert, qui est assistante de collection, et qui a été sollicitée par une costumière qui se penchait sur un modèle de Madeleine Vionnet pour sa reconstitution dans le cadre d'un projet artistique. Et grâce au patron qui était publié dans l'ouvrage de Betty Kirk, eh bien, la costumière disposait déjà de la coupe du vêtement. Et elle n'a demandé qu'à observer les matériaux constitutifs, les tissus, la qualité du tissu, le brillant, le rendu, le droit fil, etc., et les tons colorés de la robe, soit une observation sans manipulation du vêtement. Donc disposer d'un patron, eh bien, ça va permettre de prévenir la répétition d'un ensemble de manipulations sur des pièces spécifiquement fragiles. En l'occurrence, les robes Vionnet sont dans ce cas. Voilà une rapide évocation de ce que l'approche technique peut apporter au musée et aux collections patrimoniales dans leur ensemble. On va à présent s'intéresser à d'autres questions et d'autres disciplines concernées par cette pratique. Alors je vais laisser la parole aux différents intervenants de la table ronde. Ségolène Bonnet va vous présenter un état des lieux de cette pratique et va aborder les aspects juridiques. Sébastien Passot nous parlera ensuite des compétences requises, des aspects techniques de cette opération. Véronique Gindreau, donc, qui ne peut pas être présente ce soir, m'a chargé de lire sa communication concernant le domaine archéologique. Et Delphine Pinaza nous fera part de son expérience au CNCS pour finir. Alors, chaque intervention dure environ 10-15 minutes et on va garder un petit temps d'échange ensuite, si ça se passe comme prévu, pour discuter autour de ces interventions. Bonsoir.
Donc Emmanuelle vous a bien exposé les enjeux de cette pratique et les richesses qu'elle peut receler. Restauratrice, comme elle vous l'a dit, comme elle, mais aussi costumière et en tout cas passionnée de costumes. Je vais vous proposer un rapide panorama de la pratique du relevé de patron. Et j'évoquerai ensuite rapidement les aspects juridiques de cette pratique. N'étant pas du tout juriste, j'espère que je ne vais pas dire trop d'âneries, dans l'objectif de clarifier un peu la situation et de réfléchir au cadre que l'on pourrait établir pour développer ce type d'études à l'avenir en France. Voilà. Alors, quand on commence souvent à s'intéresser à un sujet, la première chose qu'on fait, c'est d'aller sur Internet pour voir ce qu'on y trouve. Et donc là, en ce qui concerne les publications, je parle pas assez fort ou pas dans le micro, c'est ça ? Ok. C'est mieux comme ça ? Ah oui, voilà. Donc, j'ai commencé par un rapide tour d'horizon des publications en ligne, avec des publications en accès libre. Alors, il n'y en a pas énormément, mais j'en ai quand même trouvé quelques-unes. Certaines qui émanent de musées, donc le LACMA, qui propose un certain nombre de relevés associés à des photos et toutes les informations sur le costume qui pourrait être utile, les mesures, la date évidemment, la provenance, etc. Et donc ces relevés ont été effectués dans le cadre d'un projet de reconstitution d'un certain nombre de costumes du musée par un costumier, et il a été décidé de les publier, les laisser en libre accès sur Internet. Donc il y en a aujourd'hui, je crois, une dizaine. Il y a d'autres musées qui font ce choix-là. Alors il y a le musée, le Norsk Folk Museum à Oslo, qui propose via un site comme une base de données en ligne certains patrons. Et on trouve aussi des patrons mis en ligne par des particuliers, qui soient costumiers, blogueurs, constituteurs, qui ont une collection personnelle et qui en font des relevés et choisissent de les offrir à tous. Donc voilà, sur la base de données qui rassemble un certain nombre de musées, ce qu'on peut trouver quand on cherche des costumes du Norsk Folk Museum. Il y a des photos et également des schémas techniques et des relevés qui sont tout à fait exploitables puisqu'ils ont une échelle, etc. Et un exemple qui fait moins net, mais qui est tout à fait aussi intéressant, d'une reconstitutrice, donc Koshka de Katz, qui a une assez grande collection de vêtements anciens et qui propose des patrons en accès libre. On trouve également des supports payants. Alors j'ai notamment trouvé l'exemple du Chapman Historical Museum, qui a choisi de travailler via une plateforme d'édition en ligne, donc du type de plateforme où on peut télécharger des ouvrages pour une tablette et qui donc propose un certain nombre de relevés. Et ensuite des associations ou des particuliers, des groupements qui fonctionnent par don ou grâce à l'achat des patrons qu'ils proposent. Donc voilà, que ce soit surtout en France, il n'y en a pas beaucoup, mais je relève quand même Sylph Corsetterie qui propose un certain nombre de relevés. Alors ça, c'est un musée virtuel de la lingerie où on peut acheter les patrons avec. Donc là, on reçoit uniquement une version numérique avec un certain nombre de photos. Les patrons de Sylph, là vous avez un patron papier avec également les photos. Et ça, c'est l'exemple de Foundations Revealed, qui est encore un autre type de support, puisqu'il s'agit d'une sorte de magazine en ligne. Enfin, on accède à des articles qui comprennent parfois des patrons, des relevés de patrons, après avoir souscrit un abonnement. Et je voulais aussi préciser qu'il existe en ligne de très très nombreux patrons anciens. Mais je fais bien la distinction entre donc, les patrons anciens, Emmanuelle vous en a un peu parlé, et le relevé de patron. Et je vais plutôt m'intéresser là au relevé de patron lui-même. Voilà. Passons ensuite aux ouvrages papier. Donc là encore, je suis en train de m'en mêler dans mes notes. Cette distinction peut aussi se retrouver donc, entre les patrons anciens et les relevés de patrons. J'ai
rassembler un peu les ouvrages que j'ai pu voir par type. Donc d'abord des ouvrages qui sont en fait des rééditions de patrons anciens ou de manuels de coupe, puis des ouvrages qui proposent des relevés de patrons d'après-vêtements ou accessoires anciens, et enfin des méthodes de coupe pour obtenir un costume d'apparence historique, mais avec des méthodes de patronage contemporaines, donc avec une approche plus costume de scène, moins soucieuse d'une historicité, on va dire, des réalisations. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la deuxième catégorie. Mais il me semble intéressant de relever encore une fois que le premier type est très présent, qu'il y a vraiment un grand nombre de patrons anciens, favorisés sans doute par la numérisation des revues, par une circulation de ces supports qui sont assez faciles d'accès. Et j'ai aussi relevé un exemple intéressant qui concerne des ouvrages mixtes, avec notamment le livre d'Isabella Pitcher, où il y a à la fois des éléments qui proviennent de patrons anciens, des relevés de vêtements et des patrons issus de méthodes de coupe plus contemporaines. Et donc en ce qui concerne les ouvrages dont l'objet principal est le relevé de patron et l'étude technique du costume, bon, évidemment tout ça n'est pas exhaustif, mais on peut vraiment parler des pionnières dans le domaine, donc évidemment Janet Arnold, mais aussi Nora Vaux ou Betty Kirk, et qui ont ensuite vraiment entraîné un héritage très important de ce type d'ouvrage. Donc évidemment la série Patterns of Fashion, dont Jenny Teramani, qui nous fait la joie d'être présente ce soir, et la successrice. Et le Victorian Albert Museum a également de nombreuses publications intégrant des relevés de patrons ou dédiées aux relevés de patrons, avec le travail de Suzanne North. Et il y a aussi des séries comme celle de Jill Salen qui travaille plutôt sur la lingerie historique. Et j'ai découvert aussi en ces recherches toute une série d'ouvrages édités par la maison Crowood, qui a édité une bonne dizaine de livres entre 2015 et 2019 sur la réalisation technique donc de costumes anciens d'après relevés sur pièces anciennes, classés par période. Donc il y en a un pour les années 20, pour les années 30, jusqu'aux années 60, et puis ensuite par type de vêtements. Donc on assiste vraiment à un foisonnement de ces publications qui donc suscite un intérêt quand même fort. Et pour finir, juste un auteur qui travaille plutôt dans le domaine archéologique, dont je ne vais pas prononcer le nom de peur de l'écorcher, mais voilà, pour montrer que c'est vraiment une pratique qui existe dans plusieurs domaines. Donc pour pouvoir avoir des relevés, il faut pouvoir accéder à des collections. Il y a bien sûr des collections privées, mais si on veut se tourner vers les collections publiques, c'est un peu différent. Et c'est vrai que si on se positionne du point de vue de quelqu'un qui souhaiterait étudier les collections en France et éventuellement y relever un patron, on constate que très peu d'informations sont disponibles sur la marche à suivre pour y accéder. Sans même parler de relevé, l'accès aux collections textiles pour les étudier ne correspond pas en France à une démarche vraiment formalisée. Et il faut se tourner vers un membre du musée pour présenter son projet, obtenir le cas échéant un rendez-vous d'études, mais tout ça se fait vraiment dans une relation de personne à personne. Il n'y a pas de cadre, enfin, en tout cas je n'ai pas réussi à trouver dans aucun musée en France vraiment quelque chose de formalisé là-dessus. Et force est de constater que la situation n'est pas identique partout. Donc voici quelques exemples, encore une fois pas du tout exhaustifs, à l'étranger, où ces démarches sont plus encadrées et sans doute aussi plus courantes. Donc, je vais d'abord vous parler des salles d'études dont un certain nombre de musées sont dotés, donc qui sont dédiés à l'étude des collections, où on peut, sur rendez-vous, en remplissant un formulaire en ligne souvent, et de façon gratuite, venir étudier les pièces de son choix qu'on aura demandé. Alors j'imagine qu'il y a des restrictions, que tout ne peut pas être disponible, mais en tout cas, voilà, c'est une pratique qui est assez formelle, on va dire, sur tous les sites internet de ces musées. Donc là, c'est le musée de la mode à Bath. On a le mode à suivre pour obtenir un rendez-vous et faire une étude.
Une autre spécificité que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est l'existence de collections d'études. Donc là, il s'agit de pièces qui ne sont pas forcément inventoriées, qui ne sont pas forcément considérées comme des œuvres, mais qui sont disponibles pour l'étude. Donc il y a un projet notamment au MOMU à Anvers qui est très intéressant, qui est encore en cours d'installation, où il s'agit de faire une sélection de costumes représentant un peu toutes les époques du XXe siècle, pour avoir un aperçu donc, des techniques et des styles de vêtements qu'on peut rencontrer dans l'histoire de la mode. Et les pièces sont principalement issues d'une collection, d'une costumière qui a donné sa collection de recherche au musée. Donc tant qu'on parle de l'accès aux collections, maintenant qu'on a vu quelles sont les collections auxquelles on peut accéder, la question se pose de qui peut y accéder et sous quelles conditions. Le textile, c'est un matériau qui est très sensible aux manipulations et à l'exposition. Je vous ai mis une photo un peu affolante d'une robe Belle Époque qui vient du musée Galliera, qui de l'extérieur a l'air tout à fait en bon état. Et quand on l'ouvre, c'est le chaos. Donc ça, c'est des soies chargées donc, qui ont subi un traitement qui fait qu'on peut vraiment pas les manipuler, quoi. Donc il semble indispensable de mettre en place des mesures de conservation et de protection et de restreindre l'accès aux collections textiles. J'ai essayé de réfléchir un peu aux conditions qui devraient être remplies pour qu'on puisse accéder aux collections et réaliser un relevé. Donc déjà, du côté du musée, la présence et la disponibilité d'un membre du musée pouvant encadrer et faciliter les manipulations des œuvres, ainsi qu'un espace de consultation adapté pour regarder les objets. Ensuite, du côté de la personne qui vient faire le relevé, la compétence technique pour relever et dessiner le patron, une connaissance des matériaux et de l'histoire de la mode et du textile, et des notions de conservation textile pour pouvoir le manipuler. Et il me semble aussi important de pouvoir justifier d'un projet compatible avec la démarche de l'institution et préciser la destination du ou des relevés de patron et l'utilisation qui en sera faite. Alors, il faut que j'aille plus vite. Bon, ça tombe bien, j'aborde la partie un peu rébarbative. Alors, je vais y arriver. Donc sur l'aspect un peu légal du relevé de patron, je vais me dépêcher. Je me suis déjà posé la question de ce qu'était qu'un relevé de patron et de son statut juridique. Et il me semble qu'on peut considérer deux choses. Soit il s'agit de la reproduction d'une œuvre, donc selon le code de la propriété intellectuelle, la fixation matérielle de l'œuvre par tout procédé qui permette de la communiquer au public d'une manière indirecte. Soit il s'agit d'une œuvre en soi, d'une nouvelle œuvre dérivée d'un original, c'est-à-dire une œuvre créée à partir d'une ou plusieurs œuvres préexistantes. Effectivement, sur un même costume, deux personnes qui font un relevé ne vont pas obtenir le même résultat. Il y a vraiment un aspect... on peut considérer que l'auteur de ce relevé est réellement son auteur. Ce n'est pas juste une reproduction. Et donc, dans le cas où on considère que le relevé de patron est la reproduction d'une œuvre uniquement, pour pouvoir le faire, il suffirait la seule chose dont on doit se soucier, c'est le consentement du musée et le cas échéant de l'auteur, si l'œuvre n'est pas dans le domaine public. En revanche, si on considère que le relevé de patron est une œuvre en soi, en plus du consentement du musée et le cas échéant de l'auteur, il faut prendre en compte le consentement de l'auteur du relevé pour que celui-ci puisse être reproduit. Donc parlons rapidement de ce que c'est que le droit de reproduction. Si l'œuvre n'est pas tombée dans le domaine public, donc en gros 70 ans, si on se situe, soit si l'auteur est encore vivant, soit si c'est avant les 70 ans après sa mort, pour pouvoir reproduire l'œuvre, il faut son consentement, sauf si on se trouve dans un certain nombre d'exceptions que je vous ai listées ici. Et l'auteur peut donc, au titre de son droit de reproduction, demander une rémunération en contrepartie de l'utilisation de son œuvre. Et le droit de reproduction peut être cédé à un tiers, soit totalement, soit partiellement. C'est-à-dire qu'on peut garder une partie des droits, mais les céder à quelqu'un d'autre. Et si l'œuvre est tombée dans le domaine public, à l'issue de la période de protection, plus aucune autorisation du titulaire des droits d'auteur n'est nécessaire pour l'utiliser, même à des fins commerciales. Sachant que, dans certains cas,
une œuvre peut encore être protégée par les institutions publiques, en particulier dans le cas d'une grande diffusion commerciale. Donc il y a eu un cas au musée des Beaux-Arts de Tours en 2016, où on a considéré que la prise de photographie sur des œuvres du musée était en réalité une utilisation privative du domaine public, et donc il n'était pas justifié d'autoriser ce photographe à réaliser ces photos. Donc pour finir, je dirais que ce qui est important, c'est d'essayer de poser un cadre pour que toutes les parties soient protégées et qu'on puisse défendre les intérêts de chacun, sachant que notre objectif commun, je pense, c'est de conserver et de valoriser les collections. Et peut-être que dans ce contexte, il pourrait être intéressant de travailler à une sorte de petit guide ou peut-être une charte du relevé de patron, en travaillant avec les différents acteurs de ce relevé, pour justement poser un cadre ou un début de cadre pour faciliter vraiment le dialogue et la réalisation de ce type de projet. Et vraiment, pour finir, et après je passe la main, je voudrais remercier Valérie Gralin, qui travaille à l'inventaire au musée, et sa stagiaire Pauline, qui m'ont vraiment aidé à un peu m'y retrouver dans la jungle du droit de la propriété intellectuelle. J'espère que j'ai été assez claire. Et de toute façon, il y aura des questions après, donc je laisse la place à Sébastien. Alors bonsoir, je vais essayer de bien parler dans le micro moi aussi, pas parler trop fort. Donc on m'a demandé de vous parler ce soir un petit peu dans la pratique du relevé de patron, plutôt du côté technique et de la façon dont on pouvait valoriser ce relevé. D'abord, il faut voir ce qu'on considère par un patron. Qu'est-ce qu'est un patron? Est-ce que c'est juste uniquement le contour, la forme d'un vêtement, une silhouette en noir et blanc, ou est-ce que c'est un document qui nous apporte beaucoup plus d'informations sur le vêtement lui-même? Est-ce qu'on y trouve seulement l'extérieur du vêtement qui est représenté, ou est-ce qu'on y trouve aussi dans ce relevé tout ce qui est les entoilages, les structures intérieures, la doublure, les différents empiècements, les différents types de coutures qui ont été utilisés, les différents types de fils, les différents matériaux? En fait, tout ça, ça regroupe un point très important que l'on enseigne à la School of Historical Dress, c'est la règle des 4 C, dont on parle souvent. En fait, on pense qu'il est important, pour bien comprendre un vêtement, de prendre en compte 4 points qu'on appelle les 4 C, à savoir le contenu, c'est-à-dire de quoi est fait le vêtement, tissu, fil, etc., la coupe, la construction, les différentes techniques utilisées, et enfin le contexte. Le contexte plus général, là plutôt socio-culturel et économique de l'objet. Et donc on pense dans le relevé de patron, ce qui est important, c'est vraiment de retrouver les 3 premiers C, donc le contenu, la coupe et aussi la construction, afin d'avoir le plus d'informations possible. Là, je vous avais mis un petit panel des différents livres qu'on a pu trouver depuis un peu plus d'une centaine d'années, qui contiennent tous des études de vêtements sous différents angles, que ce soit grand public ou plus scientifique. Qu'est-ce qu'on veut retrouver également dans ce relevé de patron? Est-ce qu'on veut plutôt faire quelque chose, en effet, plus adapté pour le grand public, comme vous l'avez avec là, le patron de ce vêtement du XVIIIe siècle, qui est un petit peu schématisé, ou est-ce qu'on veut un relevé qui est là d'une publication de Habeck Stiftung, de l'habit de Maurice de Saxe, où on retrouve non seulement la place actuelle des décorations, par exemple, mais aussi on voit mentionner les emplacements initiaux et les modifications qui ont pu advenir tout au long de l'histoire du vêtement. Et cette publication est extrêmement complète. Il y a également le relevé de patron de toutes les restaurations qui ont pu subvenir au cours des siècles sur ce vêtement. Donc voilà, il faut avoir en tête aussi, quand on fait un relevé, qu'est-ce qu'on veut pouvoir indiquer
exactement sur ce relevé. Là, vous avez juste une petite image là, de la dernière publication là, de Patterns of Fashion sur les corps balénés. Et on peut y voir qu'on a essayé d'y mettre le plus d'informations possible, donc pas seulement la forme globale d'un objet et sa silhouette, mais également les relevés, des broderies, des motifs, les dessins du tissu, et vous avez la mention de tous les matériaux constitutifs et les différentes techniques, les points utilisés, afin d'avoir un relevé qui soit le plus complet sur l'état actuel du vêtement. Encore une fois, là, pour ces relevés-là, on parle de l'état actuel du vêtement. Après, il est tout à fait envisageable de faire un relevé et de le redessiner pour essayer de redonner l'état dans lequel l'objet était à l'origine. Nous, ce qu'on conçoit dans un relevé de patron, c'est plus quelque chose qui fait vraiment l'état des lieux de l'objet dans lequel il est aujourd'hui, avec toutes les déformations qu'il y a pu avoir au cours du temps et les différentes modifications. Alors, il faut savoir qu'un relevé de patron, c'est quasiment comme une œuvre d'art, c'est ce que disait Ségolène juste avant, c'est toujours une interprétation. Si vous prenez un même objet et que vous le donnez à différentes personnes, le relevé va forcément être différent systématiquement. Donc là, vous avez un bon exemple avec cette robe d'intérieur en velours ciselé du début du XVIIe siècle, qui est dans les collections du Victoria and Albert Museum. Cet objet est l'un de ceux qui a fait le plus d'objets de relevés de patron au cours du XXe siècle et du début du XXIe siècle. L'un des premiers relevés est de Blanche Payne dans son ouvrage sur l'histoire du costume en 1965. Donc avec un patron plutôt schématique. On le retrouve également dans l'ouvrage très connu de tous les costumiers, The Cut of Women's Clothes de Nora Waugh. Donc là, vous voyez déjà, on a toujours un patron assez schématique qui ressemble un peu à celui de Blanche Payne, mais qui est déjà pas présenté de la même façon. Là, vous avez le relevé qui en a été fait par Janet Arnold dans Patterns of Fashion. Donc là, quelque chose de beaucoup plus détaillé au niveau des informations, au niveau de la construction de l'objet en lui-même, beaucoup plus de détails, beaucoup plus de notes, et un peu plus de mentions au niveau des entoilages, par exemple, de l'intérieur et des différentes couches constitutives, sachant que ce n'est pas forcément évident parce que vous avez pu voir que c'est un objet qui est lacunaire à la base. Et ici, vous avez le patron qui a été fait dans la première édition, là c'est le patron de la première édition de 17th Century Women's Dress, édité par le V&A, avec un relevé de Melanie Brown. That was Melanie Wright who did, yeah. Donc Melanie Brown qui a fait le relevé de patron. Et donc c'est intéressant de voir, à l'époque de la première édition, on s'est rendu compte au niveau des techniques de coupe, en essayant de comprendre les techniques de tailleur, qu'il manquait une pièce ici de tissu, et donc qu'on avait indiqué comme étant une pièce conjecturelle, et il se trouve qu'un petit peu plus tard, on a fini par retrouver cette pièce manquante dans les collections du V&A, mais classée totalement dans un endroit différent. Et donc la nouvelle édition, la seconde édition du livre, présente cette nouvelle pièce, l'intègre directement au relevé de patron. Donc c'est intéressant de voir qu'au fur et à mesure des années, en réfléchissant à la logique de construction également, et en faisant pas seulement un relevé, on peut comprendre un objet de façon beaucoup plus complexe, apporter des informations, le proposer éventuellement de façon conjecturelle, et après, voilà, ça a été confirmé par des recherches supplémentaires. Au niveau des techniques de relevé de patron, il est important de mentionner qu'il n'existe pas une technique. On sait par exemple que Nora Waugh utilisait beaucoup la technique de la mousseline ou de l'organza qui était posée sur l'objet, et après l'objet était relevé comme ça par transparence, ce qui n'est pas forcément la technique la plus objective, la plus précise. Effectivement, pour relever un patron d'un objet, déjà le mieux, effectivement, c'est l'observation. On commence par l'observation avant tout. Ce qui est bien, c'est d'être avec deux personnes, pas une seule personne. Si on a l'occasion, ça permet de croiser un petit peu les regards, de se poser des questions, de s'interroger. Et puis aussi, on a souvent besoin des deux pour pouvoir manipuler ou non, soit manipuler l'objet, ou si on ne peut pas le manipuler, manipuler les outils.
Ce qui reste le plus précis, effectivement, c'est l'utilisation de mètres pour mesurer l'objet dans ses moindres détails en suivant les droits fils du vêtement. C'est une des techniques les plus pratiques. Et quand vous avez alors, effectivement, les méthodes employées diffèrent selon l'objet que vous allez avoir. Ça va dépendre de l'état de l'objet. Est-ce qu'il est à plat? Est-ce qu'il est mannequiné déjà? Est-ce qu'il est manipulable? Est-ce qu'il n'est pas manipulable? Est-ce que... Et la qualité la qualité des méthodes employées et la précision des méthodes employées vont aussi dépendre des conditions que vous avez. Est-ce que vous avez 2 heures avec l'objet? Est-ce que vous avez 2 jours, ce qui est pas mal? Ou est-ce que vous avez 2 semaines, ce qui est encore mieux, selon les objets? Le mieux, idéalement, je ne vous le cache pas, c'est d'avoir l'objet avec soi et qu'on puisse y revenir le plus souvent possible pendant plusieurs jours. Mais malheureusement, quand vous êtes dans un musée, ce n'est pas toujours le cas. Vous avez le cas de musées qui vous laissent manipuler un objet, d'autres qui vont exiger, c'est normal, que ce soit un restaurateur ou un personnel du musée qui manipule l'objet pour vous. Donc dans ce cas-là, vous êtes uniquement quasiment en phase d'observation et vous ne pouvez que donner des indications à la personne en question, ce qui n'est pas toujours facile. Donc l'utilisation de mètres, nous on utilise beaucoup les mètres Ikea, très pratiques en papier parce qu'ils ne se déforment pas contrairement aux mètres ruban en plastique. Donc ceux-là, ils ont parfois tendance à se détendre ou à se déformer, donc c'est pas très pratique. Les mètres Ikea ont en plus la grande qualité d'avoir d'un côté les valeurs en centimètres et de l'autre en inch. Nous, il faut savoir qu'on fait tous nos relevés en inch parce que c'est plus proche de ce que... Enfin, pour les périodes anciennes en tout cas, notamment, c'est plus proche effectivement au niveau des proportions de ce qu'utilisaient les tailleurs avant l'arrivée du système métrique. Donc là, on était sur une robe du XVIIIe siècle qui est maintenant dans les collections de Galliera. Là, cette photo date avant qu'elle rentre dans les collections de Galliera. La robe volante qu'ils ont acquis il y a quelques années. Donc, comme elle datait du XVIIIe siècle, voilà, c'était plus adapté de faire un relevé en inch. Là, vous avez un exemple d'un relevé que j'ai pu faire au musée de la Grande Guerre de Meaux sur des uniformes. Et là, j'avais pas beaucoup de temps avec les objets. J'avais 3 objets avec quelques heures. Donc, je me suis contenté de photos, notamment avec tous les mètres rubans. J'ai pas eu le temps forcément de tout relever, les mesures précisément. Mais je n'avais pas forcément de mesures extrêmement précises, puisque le but, ce n'était pas de faire un relevé de patron complètement exhaustif, mais de faire un relevé de patron qui ensuite me serve à faire des reproductions. Donc ça dépend aussi à quoi va servir votre relevé de patron. Est-ce que c'est vraiment un relevé de patron exhaustif que vous l'utilisez, ou est-ce que c'est juste un simple relevé indicatif. On utilise aussi, quand la condition de l'objet le permet, les épingles d'entomologie qui vont nous permettre de placer des repères. C'est une des techniques encore parmi d'autres, mais c'est encore une fois uniquement si la condition de l'objet le permet. Placer quelques épingles qui notamment aident à repérer le droit fil. Quand on prend les mesures, c'est extrêmement pratique. Bien entendu, mesures extérieures, regards extérieurs ne sont pas suffisants. À l'heure actuelle, on utilise très fréquemment les rayons X qui sont indispensables, notamment dans des pièces comme les corps balénés. On a appris énormément de choses dans l'élaboration de ce volume sur la constitution de corps balénés parce qu'on ne voyait que l'enveloppe extérieure, mais l'intérieur était complètement différent. Et donc les rayons X permettent l'appréhension de l'objet vraiment en profondeur. Donc c'est aussi une technique qui n'est pas négligeable. Et il ne faut pas oublier, quand c'est possible également, l'analyse, si possible, des fibres textiles qui permettent d'écarter tout doute quant à la constitution de l'objet. Parfois, on peut avoir des objets qui peuvent avoir un petit élément de fil qui se détache ou qui est suffisamment, entre guillemets, sacrifiable pour pouvoir faire des analyses techniques qui sont absolument indispensables et qui peuvent nous apprendre des choses fantastiques. Nous, on a des damas Renaissance à l'école qu'on a fait analyser, on a pu apprendre des informations qu'on aurait totalement ignorées sur les teintures, notamment, qui ont été utilisées, notamment des teintures qui venaient d'Amérique du Sud, je crois, donc quand même des choses assez spécifiques. Donc encore une fois, quand le matériau le permet, des analyses
vraiment des fibres textiles sont aussi très importantes pour compléter un relevé de patron. Je sais pas combien de temps il me reste. Là, j'ai encore 2 minutes, tout va bien. Là, voilà, le comptage des fils aussi, très important. Quelques images voilà, d'une robe. J'avais fait un relevé sur cette robe qui était à Écouen, qui était mannequinée, qui ensuite a été remis à plat. Et donc, voici l'exemple d'un... J'avais pas eu... on avait fait ça avec Adrien, qui est ici. Donc, on avait une demi-journée, je crois, hein, pour relever une moitié. Donc, il faut choisir aussi, est-ce qu'on va faire un patron en entier? Est-ce qu'on va faire qu'une seule moitié du vêtement? Tout ça, c'est des questions importantes. La question de la valorisation, pour finir, se pose évidemment. Que faire de ce relevé de patron une fois qu'on l'a pris, une fois que le musée est d'accord pour avoir pris le patron et, si possible, le publier. C'est vrai que les publications sont quand même importantes. On apprend souvent que des relevés ont été faits sur des pièces souvent assez peu étudiées ou méconnues, et on se dit c'est un petit peu dommage que le relevé ne soit pas publié parce qu'il pourrait être utile au plus grand nombre. Donc quand c'est possible, la publication, c'est quand même formidable, et malheureusement c'est encore un domaine qui doit se développer en France. Mais après, une fois qu'on arrive dans la publication, on a plein de problèmes qui se posent. Là encore, la question de l'échelle à laquelle va être publié, la question du graphisme, du rendu visuel. Évidemment, plus un patron est beau, plus il est attractif, et plus on a envie après de le réutiliser, et plus il est précis aussi. Il faut savoir aussi maintenant qu'on peut travailler avec des rendus 3D. Tout à l'heure, on a vu les vestes modélisées en 3D. Là, sur le projet là, le projet du navire néerlandais échoué sur lequel travaille l'école, où il y avait des pièces qui ont été retrouvées au fond de l'eau. Les pièces ont ensuite été... Il y a un travail qui est fait en ce moment sur une modélisation 3D des pièces textiles pour essayer de voir un peu le mouvement qu'elles pouvaient avoir sans passer par une reconstitution à grande échelle qui pourrait être extrêmement coûteuse. C'est vrai que le relevé de patron aussi, on peut également le valoriser en faisant effectivement des reproductions, que ce soit à l'échelle 1-1, à l'échelle taille réelle, ou également à l'échelle 1,5. Nous, on fait beaucoup de reproductions à l'échelle 1,5. On fait aussi des reproductions en papier qui aident aussi à voir un peu, appréhender les différents volumes et la forme des objets. Donc c'est un sujet extrêmement vaste. J'ai pas beaucoup plus de temps pour le développer. Je pense que demain, dans la journée, on aura l'occasion d'aborder un peu plus ces sujets. J'ai pas trop parlé des tissus archéologiques parce que voilà, on va en parler juste après. Et moi personnellement, j'ai pas d'expérience avec ça. Donc là, je pense qu'il y a aussi encore des techniques qui sont plus de l'observation un peu plus lointaine, où la manipulation est vraiment réduite au maximum. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur des objets qui étaient manipulables. C'est vrai que c'est plus facile. Quand on a des objets non manipulables, on passe beaucoup plus sur des phases photographiques, de rendu, de dessin, et peut-être moins sur un relevé extrêmement précis, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, je vous remercie. Alors, on va effectivement parler d'archéologie. Je vais vous lire la communication que m'a préparée Véronique Gendreau, qui est donc régisseur au centre de recherche et de... Attendez, j'arrive pas à faire tout en même temps. Voilà, allons-y. Je vous fais un tout petit rapide parcours de Véronique Gendreau, qui a commencé par des études de stylisme et de modélisme avant de se tourner vers les musées. C'est une personne qui a travaillé aux ATP, qui a suivi ensuite un parcours à l'EHESS auprès de Françoise Piponnier sur le costume et les technologies, avant donc d'intégrer le service de recherche et d'archéologie qui est associé à la DRAC Bretagne comme régisseur. Donc elle n'est pas à proprement parler archéologue. Et eh bien, elle nous parle ici de sa pratique dans le domaine archéologique. Tiens, il manque une diapo. Bon, c'est pas grave. Alors, je me contente de lire. Le rôle du textile n'a pas qu'un but pratique destiné à affronter les conditions climatiques. Il protège, cache, nettoie
Il identifie et affiche le statut social de celui qui le porte, de la naissance jusqu'à la mort. En effet, certaines toiles accueillent le nouveau-né, tandis que d'autres cachent le défunt lors de sa mise en terre. C'est alors que ces textiles, souvent anodins pour leur époque, changent de statut pour devenir des éléments archéologiques, dans certains cas exceptionnels. Ces derniers font la joie de certains spécialistes des textiles archéologiques. Leur étude permet d'enrichir considérablement le rapport scientifique. Ces tissus sont rares, la terre est très souvent acide et assimile rapidement les matières organiques, et leur découverte reste une exception. Leur conservation dans le sol est associée à des réactions physiques et chimiques. Le cas des sépultures habillées de Louise de Quingot et Louis Brulon du Plessis, dont il va être question lors de cette intervention, qui sont des nobles bretons du XVIIe siècle, illustre parfaitement ces exceptions. Et ces deux personnages vont servir de support pour commenter une technique d'étude des textiles archéologiques. Alors, l'étude des textiles ou fibres archéologiques n'est pas nécessairement réalisée sous sa forme de matériel ductile, c'est-à-dire souple. Certaines fibres ou armures ont pu être examinées de par leur conservation secondaire. Donc, il s'agit plus exactement de fantômes de textiles dont la composition intrinsèque, organique, n'est plus présente. Ils se présentent sous différentes formes, sous forme d'empreintes dans l'argile, se fait donc en négatif sur la terre cuite, permettant la lecture de leur armure, sous forme carbonisée. Ce phénomène se produit lorsque le textile se trouve à proximité d'un feu, quand la combustion se fait de façon lente, avec peu d'oxygène. Le tissu n'est pas alors brûlé, mais carbonisé par la chaleur. Et la cellulose des fibres n'est pas détruite, mais seulement oxydée. Et enfin, sous forme minéralisée, une minéralisation qui se produit lorsqu'un objet en métal, fer ou alliage cuivreux, en cours d'oxydation, va se trouver au contact du tissu. Et cette minéralisation va graduellement soit remplacer les fibres textiles attenantes, soit les recouvrir. La minéralisation par les produits de corrosion métallique, c'est le mode de conservation le plus couramment observé. Donc vous le voyez, la plupart de ces fibres sont extrêmement vulnérables et elles ne peuvent être en général observées qu'au microscope électronique à balayage. La cause principale de la dégradation des matériaux organiques archéaux, elle est due aux micro-organismes. C'est-à-dire que la source de nourriture de la plupart de ces derniers dépend des moisissures, de l'oxygène et d'une température modérée pour se développer. La lumière, et particulièrement les rayons UV, sont également des éléments destructeurs des couleurs et de la structure des fibres textiles. Et puis on a également les mordants à base de fer qui sont employés dans les procédés de teinture et qui peuvent détériorer également les fibres. Alors l'enfouissement des textiles dans un environnement qui est caractérisé par la sécheresse, le froid ou l'absence d'oxygène, et où le taux et l'activité microbienne est réduite, va donc donner des conditions favorables à la préservation des textiles. Et puis on a d'autres environnements tels que les tourbières ou des milieux très humides qui ont permis également la sauvegarde de textiles comme les boues de palafite à Charavine dans le Dauphiné ou des argiles marécageuses dans le Jutland qui vont être plus propices à la conservation des cuirs, laines et autres matériaux organiques. Certaines tombes et sarcophages très bien scellés, comme ceux de Louise de Quingot dans l'église des Jacobins de Rennes ou de Louis du Plessis dans l'église Toussaint de Rennes, ont bénéficié, eux, d'un microclimat suffisamment stable pour permettre leur préservation. La première phase de l'étude des textiles commence par un examen macroscopique des prises de vue de la motte ou de la pièce textile. Les textiles sont observés à la loupe binoculaire et photographiés sous microscope afin de déterminer le type de filage, qui peut être donc une torsion S ou Z, et le nombre de fils au centimètre et de l'armure. On passe ensuite à l'examen des armures. Donc ici, elle vous a mis une photo des trois principales armures de base sur lesquelles on passe un peu rapidement, la toile, le serge et le satin. Puis la deuxième phase va se poursuivre par un examen microscopique. Les fibres prélevées sous la loupe binoculaire sont analysées en vue longitudinale lorsqu'elles sont saines. Et un microscope à lumière polarisée va permettre de déterminer l'origine de la fibre, animale ou végétale. Alors on en arrive au contexte de la découverte du corps de Louise de Quingot.
Cette sépulture a été découverte le 28 février 2014 lors de fouilles archéologiques donc dans le couvent des Jacobins de Rennes. Une ouverture accidentelle du cercueil en plomb a provoqué une reprise de la décomposition du corps et celui-ci était totalement recouvert d'une couche de moisissure blanche, donc les micro-organismes qu'on a évoqués tout à l'heure. Pour éviter que le corps et les vêtements ne se décomposent, la défunte a été déplacée dans un camion frigorifique et déplacée à l'Institut médico-légal de Toulouse. Afin de l'étudier, les anthropologues ont entrepris de déshabiller le corps. L'entreprise n'a pas été aisée parce que les vêtements en contact avec le métal étaient soit totalement dégradés, soit oxydés et collés dans le fond du cercueil. Donc, de plus, le corps n'étant pas mobile, il a fallu couper les côtés, les épaules, les manches et certaines parties des textiles recouvrant son visage. Donc, c'est une autre activité. Chaque partie de vêtement a été posée séparément sur une plaque de mousse en polyéthylène dur, une mousse de plastique individualisée, afin de ne pas les confondre et mise à sécher dans les sous-sols de l'Institut médico-légal. Le laboratoire de restauration Materia Viva a pris en charge les vêtements afin de les restaurer, nettoyer, mettre à plat, etc. Et les fibres textiles ont été analysées à l'UMR 65-66 où travaille Véronique. Les vêtements ont été ensuite rapatriés à Rennes, au musée de Bretagne, où ils ont été étudiés. Alors, voici la méthode de patronage pour les vêtements de Louise de Quingot. Pour réaliser le patronage des textiles, toutes les pièces ont été mesurées, ainsi que les fragments. Toutes ces prises de mesure ont été notées sur un croquis pour chaque vêtement. Une couverture photo avec mire a été également indispensable pour se rappeler de chaque détail. Puis un patron est effectué, en général à l'échelle 1/10, scanné, puis mis au propre sur un logiciel de dessin. Donc tous les patrons qui vont être présentés dans ce PowerPoint comportent plusieurs éléments. La partie beige rosé qui correspond au textile existant restauré et conservé au musée de Bretagne. La partie claire aux lacunes. Et la partie brune aux éléments qui n'ont pas pu être restaurés et qui étaient destinés à la destruction, mais qui ont été récupérés par Véronique Gindreau afin de l'aider à réaliser cette étude. Alors les prochaines diapositives, j'ai un peu anticipé, vont balayer l'ensemble des vêtements de Louise de Quingot. Donc là, pour moi, on est vraiment devant quelque chose de complètement exceptionnel dans la mesure où on a quand même très rarement accès à ce type de sources vestimentaires. C'est un ensemble d'une tenue donc religieuse, donc de vêtements relativement modestes, qui sont quand même, il faut le dire, très peu conservés dans les collections muséales. Et ce sont des vêtements religieux qui ont été vraisemblablement achetés au moment du décès ou pour le décès de cette noble. La mode étant de se faire enterrer en vêtements de religieuse pour gagner sa place au paradis. Alors, je vous montre les différentes étapes. Donc, vous voyez que sur chaque diapo, elle a indiqué la nature de la fibre, l'armure, le dessin du relevé et un dessin, une restitution du vêtement. Donc, la guimpe, ici, qui venait par-dessus, donc beaucoup d'éléments en laine. Le grand scapulaire. J'avoue que je ne sais pas si les coloris sont... C'est ces coloris. D'accord. Ah bah c'est précieux qu'il y ait quelqu'un... Le béguin. Le bonnet matelassé avec des fibres de coton, ce que j'ai trouvé très intéressant. Ça n'est pas fini. On a la cornette. C'est quand même extraordinaire, hein. Je suis désolée, je suis obligée de passer un peu vite, hein, mais le bandeau de front, la guimpe, ça n'est pas fini, la cape, les chausses et les chaussons pour finir. Environ un an après la découverte du corps de Louise de Quingot, un autre sarcophage a été découvert en avril 2015, suite à des travaux dans l'église Toussaint de Rennes. Le cercueil était partiellement endommagé et présentait des ouvertures par lesquelles des pièces en textile et un corps étaient reconnaissables.
Louis de Brulon-du-Plessis a été identifié grâce à une tôle de plomb rectangulaire fixée sur le toit du cercueil au niveau de la tête et portant l'épitaphe « À Messire Louis de Brulon, seigneur du Plessis, décédé le 1er jour de novembre 1661 ». Comme pour le cercueil de Louise de Quingot, celui de Louis de Brulon-du-Plessis a été placé dans un flight case et puis envoyé en camion frigorifique vers le centre hospitalier de Rangueil à Toulouse, où ont été réalisés les examens scientifiques. Alors, voici une étude des linceuls et un lien d'attache de ce linceul. Voilà une photo de la momie en quelque sorte, de dessin. Et puis l'étude des nœuds qui permettaient de tenir cet ensemble de linceuls. Après l'ouverture du cercueil, nous avons découvert un corps emmailloté dans un premier linceul ficelé. Chaque détail a été enregistré au fur et à mesure de l'enlèvement des textiles. Et sous le premier linceul, nous avons pu découvrir un deuxième linceul cousu. Tous les textiles ont bénéficié d'une couverture photographique et d'un relevé de patron. Donc je vous montre ici les diapositives de l'ensemble des éléments trouvés. Le suaire et la chemise qui est extraordinaire. Vous allez voir, elle montre aussi des détails. Vous voyez les finitions avec le petit cœur et la bride. Ouais. En général, le vêtement funéraire est lié au morbide. Sorti de terre, il a une image fétide. Les superstitions ou croyances liées au monde funéraire nous laissent présager que ces derniers n'ont jamais été remaniés. Ils sont donc des objets figés à un moment précis de l'histoire qui peuvent contribuer à nous apporter des éléments manquants, tant d'un point de vue scientifique qu'historique, humanitaire, voire technique. Le patronage de ces derniers permettront peut-être d'apporter des réponses à des questions restées longtemps en suspens et des comparaisons avec d'autres vêtements existants, sinon d'offrir la possibilité de redécouvrir ou reconstituer des pièces soit oubliées, soit trop abîmées ou lacunaires. Voilà. Je vous remercie pour elle. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Ça marche mieux. Alors, je vais essayer de retrouver mon disque dur qui n'est plus sur... Peut-être que je vais le défaire et le remettre. Alors, tout à l'heure, il s'était connecté. Cela dit, j'ai pas énormément d'images, donc... Ah, il se reconnecte, ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Plutôt c'est... Il faut que je me mette en mode de... C'est comment le mode de... C'est ça, mode lecture. Voilà, ça va être ça. Ouais, ça va être ça. Alors... Bonjour, donc moi je suis Delphine Pinaza, directrice du Centre national du costume de scène. J'ai pas vraiment de PowerPoint à vous montrer, enfin j'en ai toujours un avec plein d'images autour du CNCS, mais c'est pas tout à fait le propos ce soir, puisque dans cette démarche justement de relevé de patron, nous on a vraiment des expériences très parcellaires et c'est ce qui explique que justement j'ai pas vraiment d'images à vous montrer, c'est plutôt quelques points que je pourrais évoquer avec vous ce soir et des expériences autour de ces relevés de patrons ou justement de ces non-relevés de patrons. Le Centre national du costume de scène est donc un musée dédié au costume de scène, sans surprise. Et le fait est que... Bon, alors, et que le fait était que ces costumes de scène ont une utilisation et une vocation patrimoniale assez différentes que peuvent être des vêtements de mode. Alors, pour peut-être faire un peu la suite de ce qu'a pu dire Sébastien, je voudrais quand même insister sur le fait que le relevé de patron, par contre, dans la création de costumes de scène, ça c'est un élément vraiment important.
Et tous ces ouvrages qui ont pu être d'abord réalisés par différentes personnes en Angleterre ont beaucoup servi justement à la création des costumes de spectacle, notamment au théâtre. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de parler avec Renato Bianchi, qui a été de longues années aux ateliers de couture de la Comédie Française, et notamment comme responsable des ateliers de couture, d'abord tailleur et ensuite responsable des ateliers. Et il a partagé justement cette expérience de pouvoir un jour rentrer, c'était pas le seul, mais dans les réserves du Musée des Arts Décoratifs. À l'époque, c'était Yvonne Deslandres, qui lui a permis et lui a donné justement accès aux costumes historiques pour que lui-même puisse faire des relevés de patron. Et c'est à cette époque-là qu'il y a une vraie évolution dans le costume historique, notamment dans le costume 18e, qui s'est révélé sur scène. Avant, c'était vraiment des costumes qui pouvaient être de manière tout à fait empirique, où on avait une certaine vision du 18e qui pouvait évoluer tous les 10 ans, tous les 20 ans. Et ce serait peut-être d'ailleurs un jour intéressant de faire peut-être une exposition où justement une silhouette, comment, à partir du 18e ou d'une autre époque, le 17e peut tout à fait fonctionner aussi, comment est-ce que cette vision historique a évolué sur scène. On ne voit pas le 18e siècle aujourd'hui comme on pouvait le voir dans les années 20, dans les années 50, ou comme on pouvait le voir aussi au 19e. À ce titre-là, justement, en fait, sur scène, on a souvent joué dans des costumes contemporains. Et aujourd'hui, ce qui est tout à fait le cas pour un certain nombre de spectacles vivants, d'abord pour des raisons financières, ça c'est sûr, mais aussi pour des raisons esthétiques et de mise en scène. C'est ce qui explique que nous avons malgré tout dans nos collections, qui réunissent à peu près 10 000 costumes de scène, quelques vêtements authentiques, justement des vêtements au XVIIIe siècle, que la Comédie Française avait pu acheter ou qu'on avait pu lui donner, justement dans cette idée de souci historique. Réforme du costume au début du XIXe siècle. C'est à cette époque-là où, sur tout un tas de principes et de préceptes que je ne vais pas développer ici, où justement différents costumiers, metteurs en scène, auteurs, trouvent que justement il ne faut plus jouer dans des costumes contemporains, mais si on jouait une pièce à l'antique, on va jouer dans des costumes à l'antique. D'où cette idée au XIXe de racheter des vêtements authentiques du XVIIIe pour servir dans des spectacles d'inspiration 18e. Voilà, donc c'est vraiment une notion qui est importante dans la création. Alors, ça l'est moins nous c'est-à-dire que c'est important dans l'histoire de nos costumes, où effectivement nous avons des costumes d'inspiration de style 18e siècle, dont certains vont être réalisés de manière, encore une fois, un peu empirique, et avec une image que pouvaient avoir certains ou certaines méthodes de coupe. Et là aussi, il n'y a pas si longtemps, certains ateliers fabriquaient encore des costumes 18e sur des patrons qui étaient plutôt des années 50, en fait. Donc voilà, cette notion-là, elle a vraiment pris corps autour des années 70, et ce qui a fait un changement dans le costume historique sur scène. Alors, bon, là, je vous montre quelques images, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec tout à fait le relevé du patron. C'est plutôt que vous puissiez voir le type de costume que nous pouvons avoir, c'est-à-dire des costumes, on va dire, d'une certaine facture classique, ou des costumes tout à fait différents, puisque sur scène, voilà, c'est l'imaginaire qui peut primer, et on n'est pas du tout, pas obligatoirement, c'est un peu la même chose pour les films. C'est pas parce qu'un spectacle va être monté dans une inspiration historique qu'il y a obligation de faire quelque chose d'historique. Bien au contraire, très souvent les créateurs vont vouloir apporter un élément de leur création, de leur imaginaire, qui va soit rendre un peu le costume contemporain, soit le décaler. Plusieurs créateurs de costumes voilà, n'ont pas simplement envie de copier des tableaux ou de copier des relevés de patron. C'est pas ils considèrent qu'ils ne sont pas là pour ça. Christian Lacroix, qui a fait aussi un certain nombre de spectacles, et notamment des costumes, des spectacles d'inspiration 18e, voilà, s'amuse évidemment à retourner les coutures, à décaler les choses pour que globalement, dans l'ensemble, il y a un esprit 18e qui peut paraître sur scène, mais qu'il y a quelque chose de décalé ou de contemporain qui puisse aussi vivre. Voilà. Donc toutes ces petites images n'ont rien à voir avec la thématique, mais c'est plutôt pour voir un peu le type de costume que nous pouvons avoir, qui, eux, sont tous réalisés, évidemment, à partir de patrons originaux ou initiales, mais pour lesquels, nous, on ne fait pas vraiment de relevé, si ce n'est que nous avons justement une expérience plutôt en termes de formation. Bien sûr, on travaille régulièrement aussi avec des écoles comme l'ANSAT ou les lycées professionnels, notamment les DMA costumiers,
Et c'est vis-à-vis d'eux qu'il peut y avoir justement ce travail de relevé de patron. Et alors là, j'ai pas d'image à vous montrer, mais on avait fait une exposition sur le thème du cirque. Et les costumes en piste. Et dans le cadre de cette exposition, l'ENSAT était venu pour justement faire des relevés de patron du costume, le sac, hein, le costume de clown traditionnel, costume blanc, costume du clown blanc, dont les formes sont quand même tout à fait spécifiques, qui sont des costumes qui ne se réalisent pas forcément tous les jours, qui ont un peu tendance à disparaître justement du vestiaire, on va dire, du cirque contemporain. Et donc, dans ce cadre-là, on avait eu sur 2-3 jours des élèves qui étaient venus manipuler les costumes. Et donc là, avec l'intervention et la surveillance d'une personne de l'établissement et les enseignants pour justement faire ce travail de relevé. Alors, malheureusement, ils sont repartis avec et on n'a aucune trace. Mais bon, ça doit pouvoir se retrouver un jour. Mais c'est dans cette démarche, effectivement, que nous travaillons, enfin, que nous sommes ouverts, en tous les cas, à travailler. Pour reprendre ce que vous disiez, Emmanuel, tout à l'heure, c'est vrai que je trouve que c'est très important que les musées gardent leur mission pédagogique et justement d'être au service de tout le monde et notamment des professionnels, justement de pouvoir aussi fournir la manipulation, l'observation de ces éléments, parce que c'est avant tout pour ça que les musées ont été créés. Et nous, à ce titre, on avait mis tout au début de l'ouverture du musée des bancs à dessin, pour que les visiteurs puissent déjà dessiner. Voilà, les musées, on peut apprendre et donc on peut aussi dessiner à partir du costume. Alors, j'ai quelques images aussi, toujours de l'ENSAT, qui nous a fait don il y a quelques temps, de petites figurines dont ils se sont servis, entre autres, pour une exposition, il y a très longtemps, parce que ça faisait vraiment au début de l'école, et justement de petites figurines pour montrer le travail qu'ils faisaient, parce que c'était il y a quelques années, c'est à l'époque de Mosette Boulet, donc vous voyez, c'était vraiment la création de l'école de la rue Blanche, et justement de ce costume historique, puisque ce sont les costumiers de spectacle qui gardent un petit peu cette tradition et ces savoir-faire. C'est eux qui les utilisent le plus. Alors ces petites figurines ont été gardées pendant longtemps dans l'école et voilà, ils nous en ont fait don il y a quelques temps avec justement aussi la documentation. Alors, je sais qu'il y en a certaines qui sont les captures de Leloir que vous connaissez tous, qui est à l'envers de toute manière, mais je pense qu'ils les ont utilisées à l'endroit, eux. C'est simplement dans ce document. Voilà, un peu leur source d'inspiration. Voilà, le Loir, dont on sait que justement les premiers travaux étaient quand même justement aussi destinés à travailler, à aider les costumiers et les peintres. Donc cette constitution de collection de vêtements aussi qui a été faite pour justement servir à la formation. Autre cas d'utilisation éventuellement de relevé de patron, vous l'avez déjà évoqué, c'est le cas de restauration, alors très ponctuel parce que on n'est pas un très grand musée, donc on n'a pas beaucoup de moyens, mais qu'en restauration, il peut y avoir... Alors, pourquoi est-ce que ça s'ouvre pas ? Voilà. Et là, c'était plutôt le cas d'une doublure, donc je ne vais pas avoir de photo à vous montrer. Cette robe qui a été restaurée, mais pour laquelle la doublure était très, très abîmée. Et il y a eu deux propositions de la restauratrice de faire soit la restauration de la doublure, soit de démonter la doublure, d'en faire un relevé de patron, de refaire une doublure et de garder la doublure endommagée par ailleurs, mais sans la restaurer pour pouvoir justement permettre au costume d'être présenté, mais sans passer par le financement de sa restauration. Voilà, ça nous est arrivé pour une doublure et un jupon, pour des éléments en fait qui ne sont non visibles, mais qui bien sûr servent à la structure du vêtement et du costume pour sa présentation en mannequinage. Alors dans un autre ordre d'idées, effectivement, ça va être le mannequinage de costumes. Alors là, je vais essayer de passer très très vite. C'est pour le cas de costumes, notamment de Rudolf Nureyev, puisque nous avons la collection Nureyev au CNCS, et qui est un travail de mannequinage que beaucoup de personnes connaissent ici, puisque c'est le travail évidemment de fabrication en fait de coques pour présenter ces costumes. Donc voilà, le résultat, on va dire. Donc là, c'est l'inverse du travail du costumier, c'est-à-dire que l'équipe part du costume pour fabriquer un corps et non pas le travail du costumier qui a un corps qui va fabriquer un costume. Donc c'est une sorte de négatif. Alors, ces opérations, elles se passent sans vraiment établir de patron.
c'est plutôt un relevé des mesures du costume, une sorte de négatif, en fait, du corps intérieur, avec ses déformations, hein, surtout dans la danse, ça c'est sûr. Mais en tous les cas, c'est à l'état. Et pour faire justement ce mannequin qui va ensuite disparaître totalement et qui sera totalement aux mesures du costume. Alors ça, on le fait pour certains costumes, pour certaines expositions, pas pour tous les costumes qui sont présentés, mais c'est ce travail qui peut être intéressant. Et je sais que dans l'équipe, ils aimeraient bien, mais pour l'instant, ça n'a pas été abouti, pouvoir faire justement ce relevé de patron pour ensuite faire plutôt des toiles de certains costumes qui sortent un peu régulièrement, soit pour préparer le mannequinage, au lieu de faire et de défaire, de manipuler trop la pièce, qui peut être fragile, on pourrait le faire à partir justement d'une toile réalisée à partir d'un patron. Alors, on a exactement aussi le même travail qui a été fait pour un autre gabarit, parce que c'est pour Luciano Pavarotti, dont on n'a pas beaucoup de costumes, mais pour lequel, en fait, pour vraiment trouver la morphologie qui pouvait lui correspondre, ils sont partis aussi du costume pour essayer d'en faire en fait un mannequin, une toile, et donc un mannequin adapté à ses mensurations. Voilà. Alors, nous, on a aussi une autre tendance en interne, c'est de faire une sorte de, alors je ne sais pas si le terme est une lingerie tothèque, pour commencer à créer en fait des supports de mannequinage, que ce soit des jupons, que ce soit des paniers, que ce soit en fait tous les éléments de structure de costume qui peuvent servir au mannequinage, mais qui ne sont pas forcément des pièces d'origine, parce que soit elles ont disparu, parce que justement ce sont des éléments qui sont très souvent réutilisés par les ateliers et dans les nouvelles productions. Et donc on a parfois, enfin on a beaucoup de robes 18e, alors soit qui ont les jupons intégrés, donc c'est très compliqué parce que justement leur stockage est difficile, soit qui n'ont plus du tout de jupons, donc la robe évidemment n'a plus du tout de forme et de structure, et pour lequel nous petit à petit on refait, soit en copiant des modèles que nous avons, voilà, des jupons, des lingeries, des paniers, des corsets, des fraises, des éléments qui ne sont pas des éléments réels, mais qui peuvent servir justement à la présentation des costumes. Et sinon, sur un domaine tout à fait différent, on a fait un jour un petit patron qu'on vendait dans la boutique du CNCES, dans le cadre d'une exposition sur le thème des fleurs, qui avait été réalisé à partir d'un de nos costumes, un patron qui avait été mis à l'échelle plutôt des enfants, pour favoriser sa vente auprès de notre boutique. Voilà. Merci. Merci vraiment beaucoup. C'était très riche. Moi, je retiens des petites choses comme ça, des petits flashs qui ressortent de vos interventions. Dans l'intervention de l'accès aux collections, un statut juridique qui est encore quand même relativement flou. Est-ce que c'est une reproduction? Est-ce que c'est une œuvre dérivée? Finalement, avec l'intervention de Sébastien, on se rend compte qu'il y a quand même un travail d'interprétation. Là, je crois que ça a été très clair, ta démonstration, qui est un travail d'historien aussi, hein, en quelque sorte, parce que intégrer un relevé de patron, des modifications de taille, etc., on est vraiment dans la lecture d'une source. Et pour revenir sur l'intervention de Ségolène, on se dit que vraiment l'idéal, ça serait que chaque partie aille gagner et qu'il faudrait une bonne entente des parties, musées et intervenants qui pourraient être intéressés en cet exercice et qui a effectivement peut-être une rédaction de bons procédés cadrés à mettre en place pour rassurer ces deux parties qui ont tout à gagner un petit peu sur ce type de travail-là. L'importance de la publication, Sébastien, ça je suis vraiment d'accord avec toi. Tout ce qui est travail de recherche, c'est quand même pas mal de le rendre accessible aussi. Merci. Et concernant l'intervention de Véronique Gindreau, je crois que c'était aussi assez impressionnant de voir la fragilité, la vulnérabilité de ces matériaux et le fait d'en pouvoir en avoir une restitution dessinée. Enfin, c'était quand même très impressionnant sur un ensemble assez exceptionnel. Et puis, pour Delphine, là, c'était vraiment intéressant parce qu'on avait vraiment une mise en application de tout, l'étude, la conservation-restauration. Et effectivement, le musée comme conservatoire technique, ça, c'est quand même... On n'est pas qu'un conservatoire esthétique et formel. On doit aussi conserver
et transmettre ces témoignages techniques. Voilà. Et c'était pas mal de terminer par le Loir aussi. Et par cette idée que mettre en vente des patrons, ça pourrait peut-être stimuler aussi les institutions muséales, ça pourrait être une source de revenus. Voilà, mais bon, tout ça, ça n'est que le début du débat. Au Livrust Camarenne, d'un relevé de patron de l'habit de mariage de Gustave III de Suède. Ouais. Je crois qu'ils ont un peu de mal à le vendre. Qui est pourtant un très bel objet, un très beau relevé de patron, grande taille et tout, fait par le chef tailleur de l'opéra. C'est une très belle pièce, mais c'est vrai que je crois qu'ils ont un peu de mal parfois à s'en débarrasser. Désolé. Après, je crois qu'au LACMA, c'était pas très cher non plus, mais bon, c'est inépuisable en même temps. Au LACMA, les patrons qui sont en ligne sont gratuits. Ah, ceux-là sont gratuits, ouais. Et d'ailleurs, je rajoute une source à celle que tu as citée. Il y a aussi le Musée national du Danemark, donc sur le site natmus.dk, qui ont mis en ligne gratuitement une partie des patrons qui sont publiés dans leur ouvrage, je ne sais plus, Mode et Arène, je ne parle pas du tout danois, qui était un ouvrage sur l'histoire du costume au Danemark. Et sur leur site internet du Natmus, ils ont une partie de ces patrons du 18e, du 19e, et je crois qu'ils ont mis une partie des vêtements du 20e. Voilà, on retrouve quelques pièces, corps baleiné, panier, robe à la française, robe à l'anglaise, des redingotes, etc. Donc il y a quelques patrons. Mais c'est très caché dans le site, il faut vraiment tomber dessus. En fait, je les avais vus, mais je ne les ai pas retrouvés. Ils sont très durs à trouver. Ils sont très durs. À chaque fois, je galère. Voilà, je ne sais plus quel est le lien, mais voilà, ils sont disponibles quelque part sur le site. Si vous voulez faire de l'archéologie sur le site internet, voilà, qui est tout en danois en plus, je crois. Donc c'est un peu compliqué. Mais il y en a encourageant là. Ouais. Alors, est-ce que certains souhaitent poser des questions par rapport à cette thématique ou réagir par rapport à ce que vous avez entendu ce soir, ou pas? Est-ce que toutes les personnes qui sont là sont des gens qui ont déjà une approche technique, ou est-ce qu'on a aussi des personnes qui sont plus dans une approche plus formelle et plus esthétique du costume? Non? Ouais. J'ai beaucoup aimé votre intervention, Sébastien. Je trouve que c'est important d'insister sur les 4 C, en effet, que vous avez tout de suite mis en avant, car il y a plusieurs techniques, c'est vrai. Et l'objectif premier, en fait, le contexte que vous placez à la fin, c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question au départ. Parce que si c'est pour refaire, par exemple, un mannequinage, comme l'évoquait Delphine, c'est vrai que ce n'est pas la même chose que si c'est pour voilà, une étude autre. Et de là donneront j'imagine, des patronages avec des précisions différentes. Mais en tout cas, c'était très équilibré comme série de conférences et très complémentaire et intéressant. Merci Emmanuel. Merci Joséphine. C'était Joséphine Pellas, chargée de la mise en exposition au Musée des Arts Décoratifs. Alors moi j'ai une question quand même, c'était par rapport au travail que vous avez fait avec la School of Historical Dress. Quel accueil vous avez eu dans les différentes institutions? Enfin, est-ce que ça a été, je suppose que c'est pas toujours simple. Est-ce que c'était très différencié? Est-ce que c'était des gens avec qui vous aviez déjà des contacts en amont? Est-ce que ça a facilité les choses ou pas? Ça varie, c'est vraiment très variable selon les institutions. Il y a certaines institutions qui vont laisser mes collègues manipuler des objets qui peuvent être manipulés parce qu'ils savent qu'ils sont professionnels et qu'ils ont l'habitude de manipuler ce genre d'objets sans problème, et qui ont très envie que leurs objets soient publiés aussi. La plupart du temps, ils ont très envie. Il y en a d'autres qui refusent que les objets soient manipulés, ce qui est tout à fait compréhensible, et qui demandent à ce que des personnes de leur équipe soient là pour éventuellement retourner l'objet, montrer l'intérieur, etc., selon la condition. Et il y en a d'autres qui refusent absolument l'étude
l'étude de leurs objets qui sont plus réticents, mais voilà, souvent en avançant des raisons de conservation, justifiées ou non. Ça après c'est pas notre problème. Hein. S'ils refusent, voilà, on n'a pas de raison d'insister. Hein, mais il y en a qui sont extrêmement accueillants et je pense notamment à la dernière collaboration qu'a fait l'école justement avec les Pays-Bas pour la publication de ces pièces textiles retrouvées dans le naufrage d'un bateau, la BZN 17 au large de Texel aux Pays-Bas, où là on a des pièces donc archéologiques, trouvées au fond de l'eau, extrêmement fragiles. La prise de patron a dû se faire dans des conditions d'oxygène à moins 50%. Donc voilà, on est dans atmosphère modifiée, température extrêmement limitée, donc on a des conditions difficiles, mais il y a une volonté très forte du gouvernement de publier ces pièces, de les mettre en avant, de faire une publication extrêmement détaillée sur tous ces objets qui sont absolument fascinants, parce qu'on a à la fois des objets qui sont réels, des morceaux d'objets, et on a aussi des objets fantômes. On a uniquement des empreintes d'objets qui ont disparu et qui sont apparues en impression sur d'autres vêtements. Donc cette publication, voilà, tout ça sera publié dans les années à venir, et là aussi ils ont une volonté de faire une publication internationale en anglais, donc accessible au plus grand nombre. Mais c'est vrai que l'accueil est variable. Généralement, l'accueil est plutôt bon et enthousiaste de la part des institutions. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi la France n'a pas autant développé cet aspect-là, surtout ce qui est parce que en fait, c'était la volonté de Leloir à la base. Quand on reprend les comptes rendus de Leloir après l'exposition des arts décoratifs, il a dit pour vraiment comprendre un objet, il faudrait exposer l'objet, exposer son patron, expliquer la façon dont il a été fait, etc. Et après, la volonté de Leloir a complètement disparu par la suite. Mais voilà, on a bon espoir que ça puisse se développer. Il n'y a pas de raison. Non, effectivement, je suis d'accord. Effectivement, on espère que ça va se développer. Et vous disiez que la question de la réticence face à la technique, c'est quelque chose sur lequel tu insistes pas mal aussi. C'est vrai qu'il y a quand même... Ouais. La question du copyright, oui, peut-être cette peur aussi de... si on ouvre les collections... qu'est-ce qui va en sortir? Mais quand on voit la qualité des publications sur le sujet, c'est bon. Après, c'est aussi la question d'avoir le contrôle quelque part sur ces collections, mais en même temps, je pense que la plupart des personnes qui s'intéressent au relevé de patron sont là surtout pour partager ses compétences et ses connaissances, pas pour se les approprier ou pour. C'est vraiment cette idée aussi de diffuser, exactement. Ouais. Je pense qu'un cadre est nécessaire, et c'est vrai qu'au Musée des Arts Décoratifs, quand on a posé la question à Valérie Gralin, qui est chargée de l'inventaire et qui est la personne peut-être avec la plus forte compétence juridique, elle a tout de suite pensé à cette histoire de protection, parce qu'il y a quand même beaucoup de cas, on est dans des collections où il y a beaucoup de cas de copies de meubles, et il y a un droit d'auteur à protéger, et elle, voilà, c'était sa première réaction, c'est de dire oui, mais bon, si on a affaire à des stylistes avec des œuvres qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public, c'est 70 ans, on est aussi censé les protéger. Et voilà, donc on comprend que c'est vrai qu'un travail de cadrage, ce projet de petit manuel que tu as depuis quelques années, moi je crois que ça permettrait vraiment de poser un peu les choses et de pouvoir proposer, bon, sans obligation évidemment, ce type de travaux. Voilà, écoutez, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, si. Je voulais juste témoigner peut-être à propos du musée Galliera où je travaille. Je suis Anastasia Ozoline, donc restauratrice textile au musée Galliera depuis 2015. Et en fait, il y a eu cet événement de l'exposition Anatomie d'une collection qui, selon son titre, mettait vraiment en valeur les questions anatomiques et de découpe du vêtement. Et j'ai eu vraiment à ce moment-là l'expérience très fructueuse d'une collaboration avec une costumière qui était venue faire un stage à l'atelier, une femme japonaise très, très compétente qui pouvait presque scanner avec les yeux un vêtement. Elle le transposait sur papier
ce qu'elle voyait en volume. Et ça a énormément amélioré le mannequinage de 2 pièces très difficiles qui avaient des problèmes. Et en fait, j'ai été très enthousiaste pour cette collaboration et j'espère qu'une chose, c'est qu'elle pourra être prolongée. Mais je crois qu'au Musée des Arts Décoratifs, vous avez très souvent aussi un apport en renfort de costumier, quelque chose de coutumier pour vous. Et j'espère pouvoir peu à peu le faire un petit peu plus souvent pour d'autres expositions. Voilà. Je crois que c'est vraiment une richesse et nous aussi, on regarde le monde anglo-saxon avec envie et on voudrait être un peu moins rigide et plus décomplexé sur plein de points. Donc, nous attendons la formation de demain. Merci. Oui, parce qu'on peut peut-être conclure là-dessus, sauf s'il y a des questions vraiment urgentes, mais il y a cette valorisation des collections, il y a cette connaissance historique du costume, et puis il y a ce qu'on en fait ensuite. Et Ségolène a trouvé une très jolie petite citation lors d'une interview, dans une interview d'une costumière qui s'appelle Anaïs Roman, qui est une costumière de cinéma relativement connue, et qui termine en disant « Pourquoi cette époque où l'on fabriquait tout est révolue ? C'est compliqué de penser un film en se disant que l'on va tout louer, on ne fait aucun miracle avec les loueurs. On voit de plus en plus arriver des films anglo-saxons qui montent en gamme, bon, je pense qu'on a tous les mêmes en tête, sur le plan du costume. Et nous, en France, nous sommes en train de baisser la garde et de sacrifier la qualité esthétique qui nous différenciait. » Bon, ça pourrait être un enjeu pour se stimuler un peu. Voilà. Ben, merci à vous.